Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur les volcans news. Donc, voici des principaux titres. L'actualité de ce 12 février 2026 est dominée par l'arrivée à Goma de la chef par intérim de la MONUSCO, Viviane Van de Per. Elle est en mission dans le cadre des préparatifs liés au suivi et à la vérification du cessez-le-feu entre les forces gouvernementales et l'AFCM 23, alors que la situation sécuritaire reste fragile dans l'Est de la République démocratique du Congo. On a part dans cette édition du journal. Et pendant ces temps, sur le terrain, les FARDC appuyés par les groupes Wazadendo annoncent avoir repris plusieurs villages stratégiques autour des Minembwe Centre dans les hauts plateaux d'Uvira au sud Kivu après des violents affrontements contre la coalition AFC M23. Et à Goma, le secrétaire technique de la société civile du Nord Kivu, Placide Dilamba, se montre sceptique face au nouveau mandat confié à la MONUSCO et rejette l'option d'un dialogue inclusif réclamé par l'opposition, estimant que l'heure est à la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. C'est très bien l'autre seront développé sous peu. Et pour commencer cette édition du journal, la chef par intérim de la MONUSCO, Viviane Van de Per, est arrivée ce jeudi 12 février 2026 à Goma, ici en province du Nord Kivu, pour appuyer le suivi et la vérification du cessez-le-feu entre les forces loyalistes et le M23 AFC. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parallèlement, la mission onusienne a annoncé la reprise progressive des activités à l'aéroport international de Goma, fermé depuis plus d'un an en raison de la dégradation sécuritaire. Cette réouverture marque une étape logistique importante pour les opérations humanitaires et diplomatiques dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. De notre mandat et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. En réaction à cette arrivée, Placide Zilamba, secrétaire technique de la société civile du Nord Kivu, exprime son scepticisme quant à l'efficacité de la nouvelle mission confiée à la MONUSCO. Il rappelle que les précédentes interventions de la mission onusienne ont produit des résultats jugés mitigés en matière de maintien de la paix. Selon lui, la MONUSCO devrait éviter un nouvel échec en s'alignant davantage sur l'accord de paix de Washington et en accentuant
la pression diplomatique sur le Rwanda, accusé par Kinshasa de soutenir les groupes armés actifs dans l'est du pays, ce que Kigali continue toujours de nier. Suivez-le. Nous avons rencontré le secrétaire général adjoint des Nations Unies à charge des opérations qui venait nous faire part de la proposition selon laquelle la MONUSCO va assurer le monitoring de la mise en œuvre du cessez-le-feu. Parce que pour eux, la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et même des autres engagements au niveau régionaux et au niveau internationaux doivent être respectés. Et pour eux, ils ont été choisis pour assurer le monitoring de la première étape, qui est l'étape de la mise en œuvre du cessez-le-feu. Mais pour nous, nous avons émis quand même nos inquiétudes pour dire la MONUSCO a été toujours aux côtés de la République démocratique du Congo, aux côtés des FARDC. Mais comment ils vont encore s'illustrer à moniteur? Aujourd'hui, la MONUSCO éprouve des difficultés de fonctionnement suite aux moyens limités. Avec quels moyens vont-ils réaliser cette nouvelle mission? Ils ont d'abord la mission qu'elle réalise avec beaucoup de peine. Oh, la protection des civils, qui vraiment est restée sur papier, mais dans les faits, c'est difficile d'en prouver. Et donc, pour nous, c'est dire à quelqu'un qui est essoufflé, quelqu'un qui est au bout de ses forces, on ajoute encore un autre mandat, en voyant l'espace sur lequel se déploie le M23 aujourd'hui. Comment la MONUSCO sera-t-elle capable de faire ce monitoring-là? Vous avez entendu l'Afrique du Sud dire qu'il va retirer ses contingents de la mission, même pour faire respecter ce cessez-le-feu. Ils doivent se mettre entre les deux forces. Où est-ce qu'ils vont trouver les troupes qui vont commencer de Lubero là-bas jusqu'à Uvira, en train de s'interposer entre les FARDC et l'armée rwandaise et l'AFC M23? Je ne trouve pas. Et que donc, ça sera du saupoudrage. Et donc, on restera en train d'assister toujours au même jeu qu'on assiste aujourd'hui, où même le M23 commence à s'adonner au jeu d'attaque à longue portée, jusqu'à aller même tenter de déstabiliser l'aéroport de Bangoka. Donc, pour nous, c'est dire, est-ce que la MONUSCO sera capable de faire le monitoring de tout ça? Nous nous disons, c'est compliqué, elle risque encore d'attirer beaucoup de foudre sur elle. Et surtout, l'autre paire de mains, c'est de dire, si elle se déploie aujourd'hui à Uvira, ce sont seulement les contingents qui vont se déployer. Les autres sections de la MONUSCO ne vont pas se déployer parce qu'ils n'ont pas les moyens pour la prise en charge de ces sections-là. Alors, sur le plan opérationnel, comment ça va se passer? Parce que la population a beaucoup d'attentes sur la présence de la MONUSCO. Alors, si la MONUSCO ne répondra pas à ces attentes dans les zones où vous venez de se désengager, vous savez que la MONUSCO venait de se désengager dans tous les sites du Kivu. Alors, lors de leur redéploiement, ça va susciter encore d'autres attentes. Alors, pour nous, c'est de dire comment ils vont gérer ces attentes-là. Donc, ça risque d'être, quand ils ne vont pas répondre à ces attentes, encore des soulèvements populaires vont commencer contre la MONUSCO et ça sera encore des problèmes à problème. Alors, au lieu d'en créer, moi je pense que les efforts devaient être plus concentrés sur les États-Unis pour demander aux États-Unis de peser de son poids pour contraindre les Rwandais à retirer ses troupes. Et dans la même dynamique, Placide Nzilamba s'oppose fermement au dialogue inclusif réclamé par une frange de l'opposition congolaise pour mettre fin aux hostilités dans la partie orientale du pays, alors que certains acteurs politiques estiment qu'un dialogue pourrait favoriser l'apaisement. La société civile du Nord Kivu considère cette démarche comme une tentative de légitimation d'une agression. Pour Nzilamba, l'urgence n'est pas à la négociation politique, mais plutôt à la restauration de l'autorité de l'État et au rétablissement de la paix sur le terrain. Il appelle plutôt à des actions fermes pour consolider les acquis militaires face aux groupes armés. Une fois de plus, suivez Placide Nzilamba. Effectivement, nous disons qu'il n'est pas interdit de dialoguer. Et la démocratie est bâtie sur le dialogue. Alors, pour nous, c'est dire, aujourd'hui, avec les événements et le contexte actuel de guerre, le dialogue n'est pas une priorité. La priorité devait être accordée à la restauration de la paix et de la sécurité au nord Kivu, au sud Kivu, dans toute la partie est de la RDC. Et puis le dialogue viendra après. Mettre le dialogue au premier plan, c'est sauter les étapes. Donc, c'est vouloir légitimer l'agression. Ceux qui disent
les conflits persistent à l'Est parce qu'il y a absence de dialogue. C'est une paresse d'analyse de contexte. Parce que tout simplement, quand vous essayez d'analyser les acteurs qui sont sur le terrain, comme je l'ai dit tantôt, vous trouvez que c'est le Rwanda qui est sur le terrain. Alors, on a dit, comme je vous l'ai dit, on a demandé à l'armée rwandaise de se retirer d'Ouvira. Mais on voit le porte-parole du M23 aller dire nous nous retirons d'Ouvira. Ça vous dit quoi? C'est la même équipe, ce sont les mêmes personnes. Le vrai dialogue s'est fait déjà aux États-Unis avec les patrons, les pères de la guerre. Alors, tous ces agents qui sont sur le terrain, ces ouvriers sur le terrain, devraient être mis à la responsabilité de leur papa, de leur patron, et non mis à la responsabilité encore de la République démocratique du Et sur le plan militaire, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, appuyées par les groupes d'autodéfense dits Wazalendo, affirment avoir repris le contrôle de plusieurs villages stratégiques dans les hauts plateaux d'Uvira au sud Kivu, Kalungue. Il s'agit donc de Kalungue, Kakenge, Vitumvi et Kalingi, situés autour des Minembwe Centre, ce qui serait désormais sous contrôle gouvernemental après plusieurs jours d'intenses combats. Selon l'armée, ces localités étaient occupées par une coalition regroupant les M23, les Twirwaneho, le Red Tabara et les FNL. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir cette coalition, une accusation que Kigali rejette systématiquement. Je vous propose de suivre cette année. D'Uvira au sud de Kivu, où la situation sécuritaire connaît une nouvelle évolution. Après plusieurs jours d'intenses combats, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les groupes d'autodéfense dits Wazalendo, affirment avoir repris le contrôle de plusieurs villages stratégiques. Il s'agit notamment de Kalungue, Kakenge, Vitumvi et Kalingi, situés aux alentours des Minembwe Centre. Selon l'armée congolaise, ces localités étaient occupées par une coalition de combattants regroupant les M23, Twirwaneho, Red Tabara et les FNL, un ensemble que Kinshasa accuse d'être soutenu par le Rwanda, que Kigali a toujours contesté. Sur les porte-paroles de l'opération Sukola de Sud Kivu, le sous-lieutenant Rigen Mbouyi, qui a annoncé cette progression, il affirme que les FARDC comptent avancer au-delà de la ville de Vira et consolider leur position sur plusieurs axes jugés sensibles. D'après lui, les unités engagées ont enregistré ce qu'il qualifie de très bonne progression, notamment du côté des Toué, ainsi que sur l'axe Kalinji-Meskot. L'armée indique également contrôler les hauteurs supplémentaires de la ville d'Uvira, y compris les collines environnantes, considérées comme stratégiques pour la sécurisation de la zone. Ces positions auraient permis de repousser les combattants vers d'autres lignes de front en direction notamment d'Unimu et de Kamanyola, ainsi que sur l'axe Minembwe. Concernant Minembwe, localité au cœur des tensions récurrentes sur les hauts plateaux, les porte-paroles affirment que les forces gouvernementales se trouvent désormais à proximité immédiate du centre et précisent toutefois que l'armée avance avec prudence. Selon lui, les combattants se seraient retranchés dans les zones habitées, exposant ainsi les populations civiles. Les FARDC disent vouloir éviter toute opération susceptible d'entraîner des pertes parmi les civils. Le sous-lieutenant Rigen évoque les risques de massacres ou d'actes de sabotage attribués aux combattants en cas d'assaut direct dans les agglomérations. Il explique que la stratégie actuelle vise à sécuriser progressivement les abords de Minembwe avant toute entrée dans les centres afin de prévenir les bêtes des sangs et de protéger les habitants. Sur le terrain, la situation humanitaire reste préoccupante. Les affrontements successifs ont provoqué les déplacements des populations dans plusieurs villages des hauts plateaux. Des habitants cherchent refuge dans les zones considérées comme plus sûres, tandis que l'accès humanitaire demeure limité en raison d'une insécurité persistante. Par ailleurs, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, réeffectué un vol de reconnaissance de la zone. Selon l'armée congolaise, un appareil a été aperçu sans que des précisions officielles ne soient encore données sur l'objectif exact de cette mission aérienne, pendant que la MONUSCO poursuit de son côté son mandat de protection des civils et de suivi de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Ces développements interviennent dans un contexte régional tendu, marqué plutôt par des accusations réciproques entre la RDC et le Rwanda au sujet de l'implication présumée de Kigali dans les conflits. Des autorités congolaises réitèrent leurs accusations de soutien rwandais
aux combattants actifs dans la région, tandis que le Rwanda démontre toute implication directe. Sur les plans militaires, les FARDC affirment vouloir poursuivre leurs opérations pour sécuriser durablement les hauts plateaux d'Uvira, l'axe menant à Minembwe. L'objectif affiché est de rétablir l'autorité de l'État et de permettre le retour progressif des populations déplacées. La situation demeure toutefois évolutive. Si l'armée congolaise annonce des avancées significatives et un contrôle accru des plusieurs positions stratégiques, les combats sporadiques et les mouvements des groupes armés dans la région laissent présager une période encore incertaine. Les prochains jours seront déterminants pour évaluer la stabilité réelle dans ces zones et l'impact de ces opérations sur la sécurité des civils. Pendant ce temps, sur le plan diplomatique, la RDC a été réélue membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour un mandat de 2 ans, obtenant 44 voix sur 48 lors de la 48e session du Conseil exécutif tenu à Addis Abeba. Il s'agit de son deuxième mandat consécutif couvrira la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2028. Les 10 membres élus doivent encore être approuvés par l'Assemblée des chefs d'État. Cette réélection conforte la position diplomatique de Kinshasa après avoir déjà assuré 2 précédentes présidences tournantes du Conseil en novembre 2024 et janvier 2026. Et on aura Kivu, une mission du ministère des Affaires étrangères séjourne à Béni pour enquêter sur la hausse présumée et illégale du prix du passeport biométrique. Alors que les tarifs officiels est fixé à $75 américains, certains requérants affirment avoir payé jusqu'à $125 au centre mobile des captures opérationnelles depuis octobre 2025 à Béni et Butembo. Le directeur juridique du ministère, Teddy Kanmembo Milambo, appelle la population à éviter les intermédiaires. Il rappelle que les prix officiels restent inchangés et promet des sanctions si les irrégularités sont confirmées. Et enfin, le ministre délégué à la Défense et les airs, Tambwe, est rentré à Kinshasa avec un important lot d'armes et de munitions récupérées auprès des miliciens Mobondo ainsi que leurs principaux leaders. Après 4 nuits de négociations dans la province du Kwango, les chefs de cette milice ont accepté de se rendre. Les conflits nés des litiges fonciers avant de se transformer en une insurrection armée aux portes de la capitale connaîtra ainsi son épilogue. Le gouvernement présente cette opération comme une victoire majeure pour la sécurisation de la périphérie de Kinshasa. C'est par ici, mesdames et messieurs, que nous arrivons à la fin de cette édition du journal sur les Volcans News. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Au revoir, à la prochaine.